Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la prolongation de la vidéo de la semaine passée sur Christian Rosenkreuz, que vous avez été nombreux et nombreux à apprécier, semble-t-il. Vous m'avez donné des commentaires parfois très pertinents, des remarques très intéressantes. Je vous invite du reste, si ça vous intéresse, eh bien, à aller voir un petit peu certaines interventions qui vont dans un sens qui me fait particulièrement plaisir, puisque apparemment, eh bien, ce sujet semble vous intéresser. Donc là, comme je vous l'annonçais, je vais vous parler d'un ouvrage alors qui a été attribué à Christian Rosenkreuz, mais dans les faits qui a été écrit par un autre auteur. Alors je vous ai dit une ânerie à la fin de la vidéo de la semaine dernière. Je vous ai dit que l'auteur justement des Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, donc nous allons parler ici, avait été écrit par Basile Valentin. Alors pardon, j'ai un esprit un petit peu, voyez-vous, en fractal. Donc, Valentin, j'ai confondu Basile Valentin, qui est quand même du XIVe siècle, 1394-1450, avec, Johann Valentin Andræ, qui lui est du XVIe siècle, comme nous allons le voir. Donc pardon pour cette erreur, ça m'arrive un peu fréquemment, peut-être est-ce Alzheimer ou l'âge, allez savoir, je n'en sais rien, donc toutes mes excuses pour ça, je souhaitais rectifier les choses. Donc, je vais vous parler de cet ouvrage, Les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Alors, les Noces chimiques, alors en allemand, parce que ça nous est venu en allemand, ça se dit Chemische Hochzeit Christiani Rosenkreuz anno 1459, en allemand dans le texte, fut publié en 1616 à Strasbourg. Bien que traditionnellement attribué à Johann Valentin Andræ, 1586-1654, qu'il aurait écrit dans sa jeunesse, semble-t-il, vers 1605, l'œuvre s'inscrit dans un contexte plus large de publication rosicrucienne du début du XVIIe siècle. Donc il y a eu plusieurs écrits à la même époque, du même auteur notamment, eh bien, qui sont un peu estampillés Rose-Croix, si vous voulez. Le texte apparaît dans une période de grande effervescence spirituelle et intellectuelle en Europe, marquée par des tensions religieuses de la réforme protestante d'un côté et une fascination croissante pour l'hermétisme et l'alchimie. Cette époque voit l'émergence de nombreux cercles ésotériques cherchant à réconcilier science, religion, philosophie et hermétisme. C'est le fameux syncrétisme dont je vous ai déjà entretenu dans mes précédentes vidéos. Je vous invite, si vous ne les avez pas vues, à aller les voir. Alors, de quoi s'agit-il dans ces noces chimiques? L'œuvre se présente sous la forme d'un récit initiatique divisé en 7 journées, narrant le voyage spirituel de Christian Rosenkreuz, personnage allégorique qui serait alors âgé de 81 ans, invité à assister aux noces royales. Le nombre 7, hautement symbolique, fait référence aux 7 étapes du processus alchimique traditionnel. Alors je vais vous passer en revue très rapidement bien sûr les différentes journées. La première journée, le récit débute la veille de Pâques. Date intéressante, lorsque Rosenkreuz reçoit une invitation mystérieuse, je cite, « Aujourd'hui se célèbrent les noces du roi ». 3 fois aujourd'hui. Intéressant déjà. On parlait de 7 et 3. Cette invitation marque le début d'un périple initiatique où le protagoniste devra traverser différentes épreuves pour atteindre l'illumination spirituelle. C'est donc le préambule. La deuxième journée, Rosenkreuz arrive au château où doivent se dérouler les noces. Il doit passer par plusieurs portes, garder chacune représentant une étape de purification. L'auteur décrit minutieusement les épreuves de pesée et de jugement que subissent les invités. Je cite, « Chacun fut pesé, et bien que mon tour ne fût pas des premiers, je supportai l'épreuve avec fermeté, comme tous mes compagnons avant moi, et je fus revêtu d'une robe de velours rouge. » Donc, purification. La troisième journée, cette journée est marquée par la représentation d'une pièce de théâtre allégorique mettant en scène l'histoire d'une princesse et de son sauvetage. L'auteur utilise ici le théâtre comme métaphore
du grand œuvre alchimique. Oui, c'est très intéressant de voir qu'il y a un mimeodrame, il y a ici une scénarisation, une représentation où les acteurs sont également les protagonistes d'une purification intérieure. Très intéressant, je trouve. La 4e journée, les opérations alchimiques proprement dites commencent. Rien de plus surprenant, après évidemment une décantation, une purification. Avec la préparation des corps royaux pour leur transformation. Le texte devient particulièrement riche en symbolisme alchimique à partir de cette 4e journée. Je cite, « Les corps furent disposés selon l'art sur le sable fin, puis nous quittâmes la salle en bon ordre. » 5e journée, cette journée est consacrée au voyage maritime symbolique et à la découverte de la tour de l'Olympe représentant l'ascension spirituelle. L'auteur décrit des opérations complexes impliquant la transformation de la matière. Je cite, « La Vierge ordonna que les corps fussent placés sur le premier fourneau et que l'on fit monter la chaleur graduellement. » Donc là, juste petite remarque, on commence par la voie maritime. La voie maritime, c'est l'eau, c'est donc la voie humide, c'est donc une voie féminine. C'est pourquoi la Vierge ordonna que les corps fussent placés sur le premier fourneau, en faisant graduellement monter la température, comme pour opérer une sorte de décantation. Je n'en dis pas plus. 6e journée, les opérations culminent avec la résurrection symbolique du roi et de la reine. Cette partie du texte est particulièrement dense en symbolisme hermétique et fait référence à la transmutation finale. Je cite, « Et voici que les 6 flammes se fondirent en une seule, qui descendit au sommet de la tour. » Ça vous rappelle pas un arcane particulier du tarot, ça? La numéro 16, qui s'appelle « L'âme et son Dieu ». Si vous l'entendez bien, l'âme et son Dieu. Tiens, Dieu et l'âme. Tiens, une tour. Foudroyé. Intéressant comme approche, vous ne trouvez pas? Et puis, nous arrivons à la 7e journée. La conclusion voit Rosenkreuz devenir chevalier de la pierre d'or, symbolisant l'accomplissement du grand œuvre alchimique personnel et spirituel. Alors évidemment, c'est une œuvre qui peut être lue, vous l'avez bien compris, à plusieurs niveaux. Alors, je vais vous proposer, c'est vraiment une synthèse très rapide que je fais là. Le mieux, si cela vous intéresse, eh bien, c'est d'aller évidemment prendre connaissance du texte. Vous verrez, c'est un texte tout à fait abordable. Vous pouvez le trouver, je crois même qu'il y a des sites où on peut le télécharger. Alors moi, je suis un vieux machin, je suis un charnel et les livres, si vous voulez, j'aime bien les sentir, les toucher, vous voyez, incarner un petit peu les choses. Mais bon, je ne dédaigne pas non plus parfois, eh bien, aller télécharger des textes, surtout de très anciens textes. À vous de voir, mais sachez que vous le trouverez à peu de coût. Alors, au niveau alchimique, le texte, évidemment, vous l'avez compris, décrit le processus de la transmutation de la matière en pierre philosophale. Donc c'est vraiment, il suffit de suivre les journées, c'est les 7 étapes, comme les 7 rayons de la lumière, décomposés par le prisme de la pensée, par exemple. Bon. Il y a aussi un niveau spirituel qui représente le cheminement de l'âme vers l'illumination. Toujours avec cette fois-ci des marches ou des étapes qui reviennent finalement un petit peu à la même chose. Les noces chimiques utilisent un langage symbolique complexe où chaque élément peut avoir, naturellement, plusieurs significations. C'est ce qu'on appelle la polysémie, plusieurs sens. Par exemple, le mariage royal représente à la fois l'union du soufre et du mercure en alchimie, mais aussi, et nous en parlions avant, l'union de l'âme avec le divin. La réconciliation des, entre guillemets, opposés dans la philosophie hermétique. Alors, on va voir un petit peu plus, si ça vous intéresse, rapidement, la partie alchimique. Les noces chimiques représentent une riche symbolique qui se déploie à travers plusieurs niveaux de lecture, y compris en alchimie. Les opérations décrites correspondent aux étapes traditionnelles du grand œuvre. Premièrement, le nigredo, ou dite œuvre au noir. Alors,
J'aurai l'occasion de vous en dire quelque chose, parce que c'est très très intéressant, vous verrez, dans mon livre qui paraîtra, je n'ai pas encore de date précise, sur l'alchimie, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais bon, collons pour l'instant au texte. Cette phase donc de l'œuvre au noir est symbolisée par les épreuves initiales de Rosenkreuz. Notamment dans les 2 premières journées, on y retrouve, et je cite, « Les ténèbres m'environnaient de toutes parts jusqu'à ce que j'aperçoive un faible rayon de lumière ». Cette description représente la phase de putréfaction et de dissolution nécessaire pour la matière première. Les épreuves de pesée symbolisent pour leur part la purification initiale de la matière. Il faut savoir, vous savez, séparer le subtil de l'épais. Il faut donc peser. Et qu'est-ce qui pèse? La balance. C'est mon signe. Hasard, sans doute. Mais à part ça, dans le tarot, c'est la lame, la justice qui pèse. Ensuite, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au blanc ou l'albédo. Alors, cette phase est particulièrement visible lors des 4e et 5e journées où l'on trouve des références justement au blanchiment. Je cite, « Les corps furent lavés avec une eau si pure qu'ils resplendirent comme de l'argent poli. » L'utilisation récurrente des symboles aquatiques et des ablutions représente la purification progressive de la matière, mais aussi, je vous en parlais également tout à l'heure, de la fameuse voie humide. La voie du riche, la voie longue, pour ceux et celles qui connaissent. Et puis bien sûr la 3e phase, le rubédo, ou l'œuvre au rouge, c'est la phase finale de l'opus alchimique symbolisée par les noces elles-mêmes, la résurrection du roi et de la reine, je cite, « Et voici que le roi et la reine s'élevèrent, resplendissant comme le soleil du matin, vêtus de pourpre royale. » Les éléments alchimiques fondamentaux sont présentés tout au long du texte. Le soufre, vous l'avez compris, symbolisé par le roi. Le mercure, symbolisé par la reine. Le sel, symbolisé par le château lui-même, l'enceinte, qui vient sceller, qui vient contenir ce mariage. Alors voyons maintenant aussi rapidement au niveau spirituel. La dimension spirituelle se manifeste aussi à plusieurs étages. D'abord, il y a le voyage initiatique. Le parcours de Rosenkreuz représente, nous l'avons dit, l'ascension de l'âme vers la connaissance divine. Chaque journée du texte correspond à une étape de transformation intérieure. La première journée, on pourrait l'appeler l'appel spirituel. Vous savez, il faut avoir entendu l'appel. Tout le monde ne peut pas arpenter certains chemins, il faut être appelé. Eh bien, ce serait ça. Je cite, « La voix qui m'appela résonna dans mon cœur plus que dans mes oreilles. » Cette citation illustre parfaitement, pour moi en tout cas, l'appel spirituel. La deuxième journée, c'est le détachement. La pesée des invités symbolise le jugement de l'âme et le détachement des valeurs matérielles, qui sont trop lourdes, trop pesantes, trop denses, dont il faut se défaire. Je cite un passage qui, à mon sens, est révélateur. « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » La troisième journée, l'illumination progressive, la représentation théâtrale symbolise alors la révélation des mystères divins. Je cite une phrase, « Les voiles tombèrent de mes yeux et je commençai à comprendre le langage secret de la nature. » Ensuite, il y a la transformation intérieure, processus spirituel qui est décrit de différentes façons, dont voici quelques clés rapides. La mort initiatique, symbolisée par les différentes épreuves et particulièrement par la décapitation symbolique. Je cite, vous allez voir c'est très clair, « Il fallait mourir à soi-même pour renaître à la vraie vie. » On ne peut pas faire plus simple que ça, je crois. Ensuite, la purification de l'âme. On augmente en gradation ici, représentée par les nombreuses ablutions et les rituels de purification. Je cite une autre phrase, « 7 fois nous fûmes purifiés, comme l'or au creuset. » Ensuite vient l'union mystique. Le mariage royal symbolise l'union de l'âme avec le divin, comme nous l'avons vu. Je cite encore une phrase, « Les noces ne sont pas charnelles mais spirituelles, unissant ce qui était séparé depuis la création du monde. » Alors,
on peut voir également dans cette œuvre un troisième niveau. Allez, je vous en donne un troisième. Enfin, vous l'aurez sans doute compris. C'est la conscience spirituelle. Alors, on commence par la conscience ordinaire, qui est représentée par les invités, ceux qui passent et ceux qui sont rejetés. C'est la conscience ordinaire. Il y a ensuite symbolisé la conscience éveillée. C'est Rosenkreuz lui-même, évidemment, hein, qui franchit l'étape. Puis la conscience illuminée, incarnée par les guides spirituels, à savoir la Vierge, les rois. Il y a une symbolique chrétienne également, forcément, puisque Rose croit un chrétien, eh bien, du symbolisme chrétien. La période pascale, donc de Pâques, hein, du récit de la mort et de la résurrection, hein, c'est ce que Pâques. Hein. Du reste, mon prénom, comme vous le savez, hein, en hébreu se dit Pésa. Pésa, ça veut dire celui qui fait le passage, un pas très sage. Et vous voyez, je vous permets peut-être, pour certains et certaines, de franchir la rive, de comprendre certaines choses. Donc vous voyez, mon prénom n'est pas usurpé ici. Le nombre 7 dont je vous parlais, nombre très très important, la croix, qu'on retrouve même dans le nom de Rosenkreuz. Alors, ces éléments sont fusionnés avec la tradition hermétique pour créer une synthèse spirituelle unique. Je cite, « La sagesse divine se révèle à travers les mystères de la nature et de l'art. » Alors, l'originalité des noces chimiques réside dans l'interaction constante entre ces différents niveaux de symbolisme, cette polysémie dont nous parlons. L'alchimie matérielle devient le miroir de l'alchimie un peu plus spirituelle. Et les transformations chimiques reflètent les transformations de l'âme. Il y a donc interaction, hein, comme l'alchimiste avec sa matière. L'âme a tiers, un tiers d'âme pour 2 tiers d'esprit. Et s'il est épris, peut-être qu'il faut lâcher ce S pour aller, du soufre donc, pour aller vers l'amour, aimer, voyez. Ça me vient comme ça, je vous le dis en passant. Je cite une petite phrase tirée des noces chimiques. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Vous voyez, petite variante de Hermès Trismégiste et de la Smaragdilla Tabulina, c'est-à-dire la table d'émeraude. Pardon, ça m'échappait. Alors, à sa publication, l'œuvre eut un retentissement considérable dans les cercles ésotériques européens. Elle fut rapidement traduite en plusieurs langues et contribua à l'expansion du mouvement rosicrucien. Certains contemporains y virent une pure allégorie alchimique, d'autres une critique sociale plus ou moins élaborée, d'autres encore un véritable manuel initiatique. Et ça, effectivement, quand vous lisez le texte, qui est tout à fait abordable, hein, ne pensez pas que ce soit un texte compliqué, abscon, très amphigorique, absolument pas. C'est tout à fait abordable, mais effectivement, il faut entrer dans ce texte-là comme si vous lisiez un conte pour enfants. Sans a priori, vous voyez, vraiment, vous laissez glisser à l'intérieur et puis voir comment ça va résonner avec vous. Et là, vous trouverez quelque chose. Alors, l'influence des noces chimiques se fit sentir d'ailleurs bien au-delà des cercles rosicruciens dans la littérature ésotérique. Dans la franc-maçonnerie, évidemment, alors selon certains degrés, selon certaines obédience selon certains rites également. Et puis l'œuvre continue d'exercer une fascination sur les lecteurs modernes et les chercheurs en ésotérisme. Son influence, eh bien, on la retrouve dans les mouvements néo-rosicruciens. Alors dans le préfixe néo, hein, nouveau, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler par ailleurs. En alchimie, bien sûr, c'est un texte quand même assez important, assez révélateur, vous l'avez bien compris, mais pas uniquement, puisque Carl Gustav Jung, donc l'homme des archétypes, l'homme de l'inconscient collectif, s'y est bien évidemment intéressé, notamment dans un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle L'homme... j'ai perdu le titre et puis je ne le vois plus. C'est pas L'homme, c'est inconnu, ça c'est Alexis Carrel. Décidément, j'ai du mal avec les titres. Bon, ça va peut-être me revenir. L'homme et ses symboles, voilà, pardon, excusez-moi, je suis un peu lent. L'homme et ses symboles, vous trouvez un passage très intéressant dedans. Alors, c'est un vieux livre, hein, je suis désolé. Mais vous pouvez croiser les informations et trouver des choses très intéressantes ici. Alors, que vous dire en conclusion, les noces chimiques de Christian Rosenkreuz représente donc un des textes les plus énigmatiques et les plus riches de la tradition ésotérique occidentale. Son influence continue, je vous dis, de se faire sentir dans l'alchimie et puis également dans le symbolisme hermétique.
L'œuvre reste un témoignage fascinant de la pensée ésotérique du début du XVIIe siècle et continue d'inspirer de nouvelles interprétations et d'analyses. Il y a beaucoup d'exégètes, de sachants, de gens intelligents qui effectivement saucissonnent le texte, l'analyse, nous en livrent effectivement une vision particulière parce que ça devient une sorte de corpus à lui tout seul. Ça devient presque un vade-mecum comme un traité d'alchimie traditionnel. Et puis, vous savez, on voit souvent dans les livres d'alchimie des mariages. On voit souvent le roi, on voit souvent la reine, on voit souvent le soleil, on voit la lune. Et puis, il faut les purifier, et puis il faut les marier. Et une fois qu'elles sont mariées, elles accouchent, elles enfantent, pardon, enfin, elles produisent un enfant. Le petit roi, le roitelet, qu'on appelle aussi différemment, on peut l'appeler le mercuro, enfin, ou l'eau dans le mercure, enfin je ne sais plus dans quel sens vous le dire ici. Donc voilà, je tenais absolument à vous présenter cet ouvrage, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient souvent de s'y référer, oublie d'en prendre connaissance, c'est-à-dire d'entrer un petit peu dans tout ce qui est dit. Et puis c'était un bon exemple, je pense, pour vous montrer les différents niveaux de lecture qui se superposent les uns aux autres, un petit peu comme un sandwich comme ça américain à plusieurs étages. Ça vous permet de voir que le symbole, quel que soit le symbole, vibre de cette même façon. Et quand j'utilise un tarot, alors si vous suivez mes écrits, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez un petit peu comment les choses fonctionnent, c'est exactement la même chose. Cette polysémie symbolique, c'est-à-dire plusieurs sens dans une même image ou dans une même interprétation, qu'est-ce qui va faire la différence? Imaginez que pour chaque carte du tarot, et c'est le cas, je ne dis pas de bêtises, il y a au minimum 7 compréhensions possibles, 7 degrés de lecture possibles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lorsque, par exemple, je prélève une carte ou lorsqu'un client en face de moi désigne telle ou telle carte pour la mettre dans cet ordre-là? Qu'est-ce qui va faire que je vais vibrer plus avec, je ne sais pas, le deuxième étage symbolique de la carte ou au contraire le premier étage ou le septième étage? Qu'est-ce qui va faire ça? En fait, c'est simplement le ressenti à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tout est ouvert. Imaginez, c'est comme le jeu des 7 familles, tout est sur la table. Donc tout est vrai, tout est là. C'est pour ça qu'on dit dans le langage populaire, les cartes ne mentent jamais. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le feeling, le ressenti. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont peut-être frapper plus ma rétine, qui vont peut-être plus heurter mes oreilles, parce qu'il y a des jeux de mots, comme vous le savez, la fameuse langue des oiseaux ou langue du cheval. Et puis ça dépend un petit peu aussi du questionnement, de l'interrogation de la personne qui souhaite effectivement une consultation de tarot. Donc la façon également dont elle va poser sa question, parce que quand on pose une question, dépose quelque chose, on peut aussi la reposer aussi. Donc c'est très intéressant de voir comment on pose les choses, comment on les apporte, parce que ça va mettre en vibration tout de suite tel ou tel étage symbolique. Et il y a même certains tirages où effectivement, parfois je vais piocher du premier degré, on va dire, et parfois je vais aller jusqu'au 7e degré. Ou parfois on démarre du 7e et on dégringole, enfin dégringole c'est pas très approprié ici, mais on ruisselle, si on peut dire, sur une autre dimension. Donc tout ça, si vous voulez vivre intellectuellement ce genre de possibilités, où tout est comme ma petite caboche, mon petit esprit en fractal, où tout répond en tout, si vous voulez, tout se subdivise. C'est un petit peu, comme je dis, parce que j'ai pas beaucoup d'exemples dont je puisse vous parler ici, c'est un petit peu, vous savez, comme la vache qui rit, pour ceux qui ont connu, vous savez, dans l'oreille de la vache qui rit, on voit la vache qui rit, dans l'oreille, etc. La fractale. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Pardon pour cette comparaison, mais elle pourra peut-être vous parler. J'ai rien contre les bovins, je n'ai rien contre ceux qui rigolent, ou qui pleurent du reste, mais tout ça pour vous dire que c'est très important de bien comprendre comment fonctionne un symbole. Parce que, alors je vous rappelle aussi qu'il y a le symbole, ça rassemble, tandis que le diabole divise. Et on retombe là sur de l'alchimie. Rassembler ou diviser. D'accord? Dont on a déjà parlé
en alchimie. C'est comme une respiration. On se resserre, on se dilate. On se resserre, on dilate. Eh bien, la symbolique, c'est ce que j'ai remarqué, eh bien, suit ce même modèle respiratoire. L'inspiration, l'expiration, cette fois-ci spirituelle. Eh bien, c'est un excellent exercice, les noces chimiques de Christian Rosenkreuz dont je vous ai parlé, eh bien, de vivre ça. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, eh bien, de vous laisser un petit peu guidé, embarqué par ce texte-là, et vous verrez, maintenant que vous avez quand même une certaine sagacité, que votre esprit est très ouvert, que votre âme, comme une lame, est affûtée, comme une lame de tarot, non plus, hein, également. Hein. Donc tarot qui peut s'entendre aussi à Aorte c'est le cœur, la voix du cœur. Donc vous voyez, tout est mélangé ainsi. Et mélanger, c'est mettre l'ange. Mettre l'ange, c'est se mettre en jeu, en soi. Donc vous voyez que même le lecteur du tarot, même le consultant, ce qu'on appelle le consultant du tarot, tombe, si vous voulez, dans cette dynamique. Personne n'y échappe en fait. Donc pour ceux qui ont du mal, si vous voulez, parfois, de dépasser le mental, qui sont dans l'analyse, qui sont dans la compréhension, dans la raison résonante de Spinoza, dans une façon un petit peu mécanique de percevoir les choses. Il y a des esprits, il y a des âmes qui ont besoin de comprendre. Alors, je respecte tout à fait, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, l'amour, je ne peux pas l'expliquer. Je suis un petit peu comme un troubadour, hein, ou un Minnesänger, pour ceux qui connaissent, du côté un petit peu allemand. C'est-à-dire, quand je suis amoureux, je suis incapable de vous parler d'amour, puisque je vis cet amour. Il m'enveloppe, donc je ne peux pas en parler. Par contre, quand je ne suis pas ou plus amoureux, à ce moment-là, je peux vous en parler. Ben, c'est un petit peu comme avec le tarot. Quand on manipule le tarot, quand on manipule la polysémie symbolique, comme par exemple dans ce texte-là, eh bien ça vous permet d'avoir en même temps, ça ferait plaisir aux poudreux cette expression, mais c'est vrai, de façon corrélative, eh bien une infinité de significations. Et ce qui va faire la différence, c'est vous, c'est votre sensibilité, c'est votre capacité à entendre telle ou telle chose. C'est du reste la même chose, vous savez, quand vous avez un discours, tout simplement, une personne vous parle, alors sur des choses parfois un petit peu plus complexes, eh bien vous n'allez pas entendre tout. Il y a certains mots qui vont résonner plus que d'autres, parce que c'est peut-être aussi votre spectre auditif ou votre conscience qui est plus accordé sur tel ou tel champ lexical, pour faire simple. Mais dans l'absolu, ce sont toujours des mots. D'accord ? Ce qui faisait dire au poète Rilke, que j'affectionne particulièrement, qu'il fallait savoir tomber de la hauteur des mots dans l'unique et commune mélodie. Voilà les amis, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai qu'elle est assez atypique. Là je vous propose un exercice intellectuel avec un écrit, alors prétendument attribué à Christian Rosenkreuz, mais rappelez-vous bien ce que je vous ai dit sur la croix, c'est-à-dire le corps, la matière, et la rose, l'esprit, le feu, donc le mariage des deux, et je vous souhaite, comme la formule le préconise en tout cas, eh bien que de nombreuses roses fleurissent sur votre croix. Voilà les amis, la semaine prochaine, je reviendrai sur un sujet peut-être un petit peu plus classique, peut-être un peu moins technique alchimie, parce que je ne voudrais pas, je dirais, agacer une partie de la communauté qui m'est fidèle. Je souhaiterais quand même vous garder comme ami, bien évidemment. Mais je me dois aussi, dans ce que je partage avec vous, d'être suffisamment éclectique, suffisamment ouvert pour que chacun d'entre vous puisse y trouver son aliment. Nous avons tous un palais particulier, nous avons tous un estomac particulier, et il est vrai que certains aliments ne conviennent pas à tout le monde. Parce que il y en a, si vous voulez, qui aiment une boisson comme le Coca-Cola et d'autres qui préfèrent le champagne. C'est toujours des petites bulles, c'est certes une couleur tout à fait différente, mais vous avouerez quand même que moi je préfère le champagne, évidemment, parce que c'est spiritueux, spirituel, c'est plus haut. Mais chacun ses choses. Donc, dans les discours, c'est un peu la même chose. Voilà, j'ai été encore une fois très bavard, mais vous en avez l'habitude. Alors, il y en a même qui me reprochent d'être un petit peu cabotin avec ça. Bon, je suis fait ainsi, je ne sais pas si je pourrais changer un jour, mais en tout cas, vous avez l'air d'apprécier et ça me fait le plus grand plaisir.
Voilà les amis, merci de partager cette vidéo. Si vous souhaitez, je ne sais pas, prendre contact avec moi pour un tirage ou peut-être pour que je vous apprenne un petit peu comment percevoir toutes ces choses-là. Je fais des formations un petit peu pour ça, à un public un peu particulier. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, merci du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.